Pourquoi parle-t-on de bassin d'emploi? Pourquoi parle-t-on de l'emploi comme étant une richesse en soi, alors que l'emploi, ça sert à fabriquer, à produire de la richesse? C'est comme si dans notre société, l'emploi était devenu la richesse elle-même. Il fallait défendre l'emploi, il fallait sauver l'emploi. Parfois, on assimile l'emploi à de l'or, à un minerai, quand on parle de bassin d'emploi, comme si on allait le chercher au fond d'une mine, etc. Alors qu'en réalité, l'emploi, c'est juste la nécessité de travailler. Tripalium, c'est l'étymologie qui désigne un instrument de torture, nécessité de travailler pour survivre. Or aujourd'hui, on est dans une société, objectivement, où on produit de plus en plus de richesses sans avoir besoin d'autant d'emplois, même de moins en moins de travail humain. Ça serait plutôt une victoire, mais au lieu d'être considéré comme une victoire, c'est considéré comme une tragédie. Le chômage en lui-même n'est pas un problème, c'est juste le système qui, paradoxalement, ne sait pas gérer notre nouvelle prospérité. Le travail, c'est la santé, rien ne faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Alors cette chanson d'Henri Salvador est une chanson intéressante parce qu'elle est paradoxale. Elle nous dit le travail, c'est la santé, et ça c'est un peu l'idéologie officielle, c'est ce qu'on a aujourd'hui. On pourrait même dire remplacer, pour aller plus loin en disant le travail c'est devenu l'identité, on est tellement attaché à cette identité que lorsqu'on le perd, on a le sentiment qu'on est quasiment mis au banc de la société, que c'est comme une sorte de mort sociale. Et en même temps, il est clair que le travail, on en est prisonnier. Donc on pourrait dire prisonnier de cette identité à laquelle on est attaché. C'est ce que j'appelle le complexe de Stockholm du travail. C'est-à-dire on n'est plus obligé de travailler aujourd'hui, mais on se sent obligé de travailler pour des raisons d'identité, alors que ce qu'on fait, ce n'est pas quand même ce qui nous plaît. Ce qui explique que même dans les classes, qui peuvent être des classes de cadres, donc a priori favorisées de la population, eh bien, on a ce phénomène du burn-out. Le phénomène du burn-out, ça ne veut pas dire que l'on travaille plus qu'avant, en réalité, puisqu'on travaillait plus au 19e siècle, lorsqu'on travaillait pendant parfois 10-15 heures par jour. Mais aujourd'hui, plutôt, on se rend compte qu'on est sorti de la nécessité du travail, en raison de cet accroissement de prospérité. On voudrait faire un travail qui nous plaît, c'est-à-dire qu'on voudrait être actif, mais en même temps on se sent prisonnier de la nécessité de toucher un salaire tous les mois, donc on s'y astreint. Et on en arrive à cette histoire de burn-out. Le burn-out, c'est du bore-out, c'est le fait de s'ennuyer, de refuser, de tolérer de moins en moins, de travailler sans savoir pourquoi on travaille. Il faut aussi examiner les problèmes posés par le maintien du plein emploi dans une période de croissance modérée, c'est-à-dire à la fois les conditions d'accès à la retraite, la normalisation de la durée du travail, le recrutement de personnel supplémentaire dans les services ou dans les secteurs où des besoins subsistent. Il faut enfin traiter le problème particulier de l'emploi des jeunes, qui n'est pas un chômage, mais qui est la recherche d'un emploi à la frontière de l'éducation et de l'activité professionnelle. On a un discours politique qui, vraiment, cette fois, est en train de focaliser complètement sur l'emploi comme étant une richesse. Et je crois que c'est le début de la grande erreur d'aiguillage. Et on voit ce terme, cette expression qui apparaît, c'est l'expression du plein emploi. Il faut le plein emploi. Pour moi, c'est vraiment là l'erreur d'aiguillage que j'essaye de montrer dans mon livre, c'est qu'on confond plein emploi et pleine activité. C'est-à-dire que depuis le milieu des années 50, 60, 70, on a plusieurs processus qui se sont, non pas succédés, mais qui se sont accumulés. Un premier processus qui est le processus, on pourrait dire, de la machinisation, qui commençait à exister dès le 19e, fin du 19e siècle et tout au long du 20e siècle, avec une division scientifique du travail qui a amélioré la productivité humaine, c'est-à-dire que les humains travaillaient, mais arrivaient à produire plus
de plus en plus en organisant le mieux possible leur temps de travail scientifiquement. C'est le Fordisme, c'est ce qu'on appelle aussi le Taylorisme. Donc dans cette peinture, on voit bien l'image de ce qui est devenu l'industrialisation, l'industrie. On a d'un côté les machines qui font quasiment corps avec l'homme, et on a de l'autre côté le patron un peu grincheux, voire condescendant, autoritaire, en costume. Et ce qu'on remarque surtout, c'est que les humains sont en quelque sorte, font partie de la machine, sont soumis à la machine. Ils luttent avec la machine, quasiment dans la machine. Les humains sont en quelque sorte machinisés. Or, aujourd'hui, le nouveau processus, c'est que la machine, en prenant complètement le travail humain, la place de l'humain, en fait, libère l'homme de cette machinisation à laquelle il avait été soumis. C'est donc bien une autre phase. Il y a eu automatisation avec les premières machines automatisées qui font du travail, qui travaillent à la place des humains. Alors dans un premier temps, eh bien, cette automatisation, ça ne s'est pas traduit par moins d'emplois, au contraire parce que l'automatisation a libéré de nouveaux secteurs, c'est-à-dire elle a libéré de la force humaine. Il a fallu il a fallu du contrôle, de l'ingénierie, parce que c'était seulement de l'automatisation physique, ça faisait le travail physique à la place des humains. Et puis, dans les années 50, 60, 70, 80, et 90, ça va vraiment se déployer. Ça sera plus seulement de l'automatisation, mais de la robotisation. Et d'habitude, on confond les deux. La robotisation, on l'aperçoit surtout aujourd'hui dans les années 2000. Qu'est-ce que ça fait? La robotisation, ça fait que c'est plus seulement des parts de marché, je pourrais dire, de travail humain physique, comme des grues qui font un travail de force supérieur à ce que pourraient faire les humains. C'est plus seulement même des parts de marché du travail mental, c'est-à-dire comme une machine à calculer qui peut calculer plus vite et mieux qu'un humain. Mais ce sont des parts de marché décisionnelles, c'est-à-dire qu'une machine aujourd'hui, un robot, peut non seulement calculer mieux qu'un humain, mais il peut choisir quel est le meilleur calcul à faire. Ce qui fait qu'on perd même des parts de marché, si je puis dire, d'emploi à la bourse, dans l'ingénierie et à d'autres niveaux. Donc preuve qu'on s'est trompé, on s'est trompé d'aiguillage. Pascal, le photographe, vient donc de voir son métier entrer lui aussi au musée du travail, chassé par le progrès, éliminé par la concurrence. Il y a rejoint les sabotiers, les charrons, les mécaniciens de locomotives à vapeur ou les ouvriers typographes. Autant de métiers qui ont occupé des générations de travailleurs avant de partir aux oubliettes. Un musée du travail dont les collections pourraient s'enrichir à toute vitesse dans les années qui viennent. Les métiers menacés de disparition n'ont jamais été aussi nombreux. Téléconseillers, réparateurs de montres, bibliothécaires, clercs de notaire, juristes, prothésistes dentaires, VRP, secrétaires et même journalistes seraient en effet condamnés à court terme. En tout, 700 métiers seraient sur le point de disparaître dans les années qui viennent. Alors c'est intéressant cette idée de disparition des métiers. Moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Parce que je pense plutôt qu'il ne faut plus comprendre le monde. C'est une vraie transformation à laquelle nous assistons, qui est peut-être plus radicale encore que le passage du paléolithique au néolithique. C'est-à-dire que c'est une vraie transformation du sens même de ce qu'on appelle un métier. Enfin, peut-être qu'il ne faut plus réfléchir en termes de métier, en termes même comme il ne faut plus réfléchir en termes de avoir un emploi, ne pas avoir un emploi. C'est-à-dire qu'une femme au foyer, par exemple, ou un homme au foyer, qui débarrasse la table, qui fait la cuisine, qui fait un certain nombre de choses, d'ailleurs qui seront un jour aussi effectuées par des robots, mais qui fait ce qu'il fait, eh bien, il produit de la richesse. Alors que notre société, elle a engendré une sorte de disjonction, d'opposition entre celui qui va à l'extérieur chercher un salaire, sous prétexte qu'il entre dans une usine ou qu'il va dans un bureau, il reçoit un salaire et il peut s'imposer à sa femme en lui disant « toi, tu ne produis pas de richesse ». Alors que, en réalité, tout le monde produit de la richesse. On produit de la richesse quand on aide une dame à traverser la route. On produit de la richesse quand on lange ses enfants. On produit de la richesse du seul fait d'être au monde. Et finalement, ce qui est en train de disparaître, ce sont un certain nombre d'obligations qu'avait l'homme, c'est-à-dire pour survivre, de travaux, de fabrication, qui vont être aujourd'hui effectués de plus en plus par des machines,
Mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Eh bien, il reste que les machines sont toujours plus fortes, même lorsque c'est plus complexe, même pour réagir à des situations limites, même pour piloter un avion dans la tourmente avec des situations limites. Par contre, les machines ne peuvent pas décider de changer de jeu, d'inventer un nouveau jeu, d'inventer même une nouvelle activité. Face à la machine, on sera toujours à un moment ou à un autre moins fort qu'elle physiquement, on réagira moins bien qu'elle, y compris à des situations complexes, et même j'allais dire plus la situation est complexe, et on réagira même à un moment donné moins bien qu'elle face à des événements aléatoires. Par contre, la machine, elle, ne sait que réagir. Le ping-pong, c'est quand même l'humain qui l'a inventé, et l'humain aura l'idée d'inventer autre chose que le ping-pong sans réagir. Et ça, pour le coup, inventer autre chose que le ping-pong, la machine, elle n'en voit pas la nécessité, puisqu'elle ne fait que répondre à des situations, même si les situations sont complexes. Je suis fatigué. Est-ce que tu peux faire les courses pour moi? Bien sûr. Ouais, merci. Bon, tu prends tout ça sauf la marmelade. Surtout pas de marmelade, d'accord? Je veux de la confiture, je te l'ai souligné. Confiture. De la confiture. De la confiture. Je vais te le marquer en gros. Pas de marmelade. Non, de la confiture. Tiens, salut Audi. Salut Mathilda. Comment ça va? Très bien, je te remercie. Et comment va grand-père? Aujourd'hui, il est fatigué, mais il va bien. Bon. À bientôt alors. Certainement, Mathilda. On dit qu'il y a un certain nombre de métiers qui sont non automatisables. On dit d'un côté les métiers où il faudrait prendre des décisions, et là je crois avoir montré que ce n'est pas le cas. Et puis un autre type de métier, on dit les métiers qui nécessitent l'empathie, c'est-à-dire le suivi à la personne. Par exemple, là on voit que c'est un Hubo qui s'occupe d'une personne âgée dans la voiture. Ou même on pourrait parler d'autres types de métiers, le métier de policier. Je trouve que l'exemple du métier de policier est intéressant parce que je crois que finalement les robots humanisés, c'est-à-dire androïdisés, les androïdes, pourraient devenir de meilleurs policiers que les policiers actuels. Ce n'est pas du tout pour critiquer les policiers que je dis ça. C'est parce qu'un policier, il doit répondre effectivement de façon empathique, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, ne serait-ce que quand on parle d'un smartphone. Un smartphone, c'est pour dire un téléphone intelligent, on s'habitue à la subjectivité humaine. Il n'y a pas de raison pour qu'à un moment ou à un autre, il n'y ait pas comment dire, des programmes, des algorithmes qui soient de plus en plus proches de ce que requiert la subjectivité humaine. Bon, au Japon et je crois dans notre pays, on prépare aussi justement des robots policiers. Alors qu'est-ce que ça voudrait dire, un robot policier? Robot policier, ça voudrait dire un robot qui serait capable de répondre aux attentes des humains, savoir ce qu'il faut faire pour préserver au maximum la sécurité. Mais à la différence d'un humain, eh bien, lui, il ne s'énerverait jamais. On pourrait dire que finalement, le robot, parce qu'il est un robot, serait plus humain, puisque, dans une certaine mesure, puisque le fait de se mettre en colère, d'insulter, d'être narcissique, d'être colérique, sont des caractéristiques humaines, mais qu'on considère comme étant, dans cette situation, comme brisant l'empathie nécessaire à une certaine forme d'humanité. Donc si vous voulez, ce que je veux dire par là, c'est que du fait même d'être un robot adapté à la subjectivité humaine, eh bien,
ça serait plus efficace et peut-être plus empathique. Il serait plus empathique qu'un humain qui pourrait perdre son sang-froid. Prenez Madame Lambert qui appartient à la classe moyenne française. Comment était son appartement dans les années 50 et comment a-t-il changé en 30 ans? Eh bien, c'est aussi cela, vivre dans un pays qui s'enrichit. Souvenez-vous. Domino, domino, le printemps chantant, moi Dominique, le soleil. C'était le mercredi. J'ai le jour le des cœur comme une boîte à Ah, quelle musique. journée. Alors, il y avait Besoin le linge blanc, le linge de couleur, de tes et puis cette mains lessiveuse que je devais surveiller parce que ça débordait de ton souvent. corps doux. Ah, ça, le buffet, J'ai grande envie importance, de car on soleil stockait. domino. Rappelez-vous, c'était la fin de la guerre. Méfie-toi, mon amour, Alors, je t'ai on avait trop encore la pardonné. queue devant les J'ai magasins. perdu plus de nuits, Le charbon. tu m'en as donné. Eh oui, le charbon à la cave qu'il fallait monter 4 étages sans ascenseur. Tous les jours, j'écoutais la TSF. Sur mon cœur, il se peut qu'à mon tour je te fasse du mal. On n'a pas été les premiers à avoir un poste de télévision. Je me souviens, il fallait attendre des minutes avant que l'image apparaisse. Puis alors le chauffe-eau, l'évier, la machine à laver. Que de temps de gagner. J'ai tendance à distinguer 3 grands types d'économie. Le premier type d'économie, c'est ce que j'appelle l'économie de subsistance. L'économie de subsistance, ça veut dire que les individus désirent survivre avant tout. Il y a beaucoup moins de place pour le confort, pas de place pour la troisième strate que j'appelle le désir d'être, se distinguer pour ce qu'on est. Et c'est la première strate, c'est vraiment survivre, survivre, survivre immédiatement. Et puis on a eu la deuxième grande économie que j'appelle l'économie de rareté, c'est plutôt le néolithique, la précédente c'est plutôt le paléolithique, et où là on a commencé à construire de la technique pour gagner du temps objectif, pour que ce soit plus confortable. C'est ce que j'appelle les objets du désir de vivre, pas seulement la survie, mais survivre mieux. Et donc tout ce confort objectif, il s'est déployé dans ce qu'on a appelé les grandes civilisations. Et en fait, l'époque dite industrielle, aujourd'hui, l'industrialisation, c'est vraiment l'accomplissement, de cette, on pourrait dire, de la dernière phase de l'économie de la rareté. Et c'est pour ça que je dirais qu'aujourd'hui, on sort de l'industrie, on n'est pas face à une 4e révolution industrielle, puisque l'industrie humaine n'est plus nécessaire d'une manière générale, et ce sont les robots, la technoscience, cette technoscience que j'appelle technoscience décisionnelle, cette technoscience qui va en quelque sorte prendre le relais. Et c'est ce qui constitue une 3e économie, qui n'est plus ni l'économie de subsistance, ni l'économie de rareté, mais une économie d'abondance. Et dans cette économie d'abondance, tous les objets du premier type, survie, et les objets du deuxième type, confort objectif, fauteuil, vous voyez, justement, machine à laver, enfin toutes ces choses-là, aujourd'hui même domotisation de la maison, sont fournis en masse et en réalité sont de moins en moins chers. Sont de moins en moins chers puisque les robots qui les fabriquent ont besoin d'énergie, mais qu'aujourd'hui on passe de plus en plus dans une énergie qui va être de moins en moins chère, parce que quand on passe à l'énergie solaire, normalement en 2000, on va dire 2040, 2045, 2050, une grande partie de l'énergie que nous consommons devrait être de l'énergie solaire. On n'envoie pas de facture au soleil, donc ça serait aussi de moins en moins cher. Donc les objets qui sont fabriqués en masse par des robots sont de moins en moins chers. Les robots sont fabriqués par des robots. Et l'énergie pour faire fonctionner les robots, elle-même devient de moins en moins chère. Autrement dit, tout cela sera fabriqué en masse et devrait pouvoir être distribué à tout le monde. Le gros problème, c'est que cette prospérité, elle ne se traduit pas dans les faits par une distribution généralisée de ces différents types d'objets. Donc il y a une sorte de contradiction, en fait, entre la vitrine, entre la disposition, l'existence massive de ces objets que finalement les entreprises ont de plus en plus de mal même à écouler, et la réalité de la vie des gens. Donc moi, ce que je propose, c'est une transformation complète du système. La polémique est née ici, à Paris, le 29 avril dernier. Ce jour-là, Carlos Ghosn préside l'Assemblée Générale des actionnaires de Renault.
Mesdames et messieurs, chers actionnaires, bienvenue à l'Assemblée. Comme chaque année, générale. devant 500 investisseurs, le PDG doit faire valider ses choix stratégiques. D'habitude, c'est une formalité. Mais ce jour-là, un homme va s'attaquer frontalement au grand chef et à ses 15 millions d'euros de salaire prévus pour 2016. Ce manque à l'exemplarité est inacceptable. Vous avez d'immenses qualités, mais celle-là, vous ne l'avez pas. Président, je regrette. Pierre-Henri Leroy conseille depuis 20 ans une partie des actionnaires de Renault. Ses clients possèdent 15% du groupe. Si le consultant mène la fronde en public, c'est parce que les revenus de Carlos Ghosn ont été multipliés par 6 ces 10 dernières années. C'est effectivement un moment fort parce qu'on rassemble enfin une critique générale sur la gouvernance de Renault. L'aspect de la rémunération, c'est un aspect symptomatique. C'est vrai que c'est des chiffres qui sont incontrôlés. Cette rémunération, elle vous choque tant que ça? Oui, à 15 millions, on est déjà à 750 SMIC. C'est absolument astronomique pour quelqu'un qui n'a pas créé l'entreprise. Ce sont des employés, c'est des intendants du domaine, si vous voulez. Alors l'intendant, je veux dire, franchement, avec 5 millions d'euros, il est déjà très content. Alors 15 millions d'euros, ça nous paraît effectivement assez anormal. Et putain, merde! Écoutez, j'ai des cas qui sont bien plus graves que le vôtre. Vous avez un travail. J'ai bientôt 50 ans, je vis dans ma voiture. J'ai besoin d'un appartement. Pas d'un entretien, mais d'un putain d'appartement! Restez poli, s'il vous plaît. Tu me fais penser à ma fille. Tu m'en veux pas si j'y vais maintenant? Tu m'en veux, toi? Serre-moi. Serre fort. Votre élément a été rejeté. Je peux pas payer l'huissier. Il peut me prendre ma voiture. Toi, ma belle. Je sais, Louise. Je sais que t'as des problèmes. Tu m'obliges pas à parler. Mais j'aime pas parler, j'aime bien danser. Alors là, dans le contraste de ces deux documents, on a finalement l'équation qui a permis à Donald Trump d'être élu aux États-Unis, qui permettra peut-être à toute une série de populistes d'être élus en France. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, d'un côté, un accroissement sans précédent dans l'histoire de l'humanité en termes de prospérité, un accroissement de la richesse sans précédent, une vraie société prospère, et en même temps, un accroissement de l'exclusion, peut-être lui aussi sans précédent, et donc avec ce que j'appelle une sorte d'effet de vitrine, de plus en plus de biens à disposition, et en même temps de l'exclusion avec le sentiment qu'on ne peut pas accéder à ces biens, qu'on ne peut pas les toucher. Donc il y a une sorte de distance qui se fait entre les plus riches et les plus pauvres, et un élargissement de cette distance qui est préjudiciable pour tout le monde, en fait, qui est aussi préjudiciable pour les plus riches. Pour se montrer d'entrée de jeu. Vous vous rendez compte, il y a 6 minutes de marche, ça va durer pendant 3h40 à minima, et donc pendant 3h40, Johan a décidé de faire la course en tête, avec le soleil, avec les juges qui le scrutent, avec ce circuit de 2 km qu'il va falloir arpenter sans arrêt. C'est juste incroyable, quoi. Et ça témoigne évidemment à la fois du respect, mais on se demande si c'est pas un peu fou, quoi. Richard, juste, on vous interrompt parce que là, il est en train de se passer quelque chose de dramatique. Ouais. Johan Diniz s'est écroulé. Oui, Johan Diniz est écroulé, là, est écroulé sur la chaussée. Il se passe quelque chose de terrible, cette image. Je ne sais pas si on va la revoir, mais c'est incroyable, alors qu'il était toujours au contact, qu'il espérait encore aller chercher la médaille, et il est tombé d'un seul coup. On l'a retrouvé donc... Regardez au fond, là. Oh là 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 là, c'est terrible cette image. Johan Diniz a dépassé les limites du corps humain. On va le revoir là, les limites. Regardez. Ah, on n'est pas prêt d'oublier cette image de l'investissement total du champion qui va au-delà de ses propres limites. Alors cette image du sportif qui va jusqu'à l'effondrement illustre ce qu'est profondément la condition humaine, peut-être même la nature humaine. La nature, c'est une nature désirante. Et je crois qu'il y a 3 strates de désir. La première strate, c'est le désir de survivre.
désir de survivre tout de suite, prendre ce qu'il y a à faire immédiatement, prendre sa nourriture. Et puis le deuxième strate, c'est le désir de vivre. C'est justement ce que j'expliquais tout à l'heure, ce que je parlais du confort. C'est le confort objectif, c'est-à-dire survivre mieux, gagner du temps, construire des ponts, avoir une maison plus confortable, etc. Et le troisième niveau, qui est plus fondamental que tout pour les humains, c'est le désir d'être, le désir de se raconter, de faire quelque chose qui nous distingue et qui nous font nous sentir exister. Et c'est pour ça que les humains sont capables de faire des choses extrêmement dures, extrêmement difficiles, apparemment pour rien, pas pour survivre, même pas pour avoir plus de confort. Et c'est le cas du sport en général, c'est le cas de la recherche d'exploits, c'est le cas dans le religieux, lorsque on fait des choses difficiles, l'ascétisme. Mais c'est le cas d'une manière générale dans la société, on fait des choses difficiles, parce qu'on est dans une sorte de compétition pour le désir d'être, pour se distinguer. Et donc c'est la raison pour laquelle l'humain n'est pas paresseux en lui-même. Et ça, c'est le principal argument qui est tout le temps évoqué contre un revenu d'existence. Moi, je prône le revenu d'existence aujourd'hui parce qu'il est économiquement non seulement plausible, mais économiquement, c'est lui qui peut permettre la vraie redistribution des produits, je disais, de première nécessité, des objets de survie, puis ensuite des objets liés au confort objectif, qui sont en fait fabriqués essentiellement par des machines et qui sont fabriqués massivement. Et donc le revenu d'existence permettrait immédiatement, du seul fait de son existence, parce qu'on nous donnerait ce revenu, de les acheter, d'acheter ceux que l'on veut, de ne pas se sentir limité. Est-ce que ça engendrerait de la paresse? Non, parce que comme ce sportif, ça serait la base en quelque sorte pour une compétition qui se réarticulerait sur le troisième niveau, le désir d'être, c'est-à-dire la créativité humaine. Et c'est de ça dont notre économie, en plus, a besoin aujourd'hui. Et c'est cela, l'activité que les robots ne peuvent pas effectuer. C'est cela qu'ils ne peuvent pas fabriquer. Donc, le revenu d'existence, ce serait le seul moyen d'accompagner cette nouvelle société d'abondance sans perdre la motivation. Le problème du marxisme appliqué, c'est que Marx, dans un sens, fait une très bonne analyse de l'aliénation, du rapport de force entre les prolétaires et les patrons, ceux qui possèdent le capital. Mais c'est comme s'il éliminait la dimension essentielle du désir. Si on garde cette dimension du désir et qu'on donne un revenu d'existence, je vous dis pour les 2 premiers niveaux, mais que par contre, ensuite, on laisse les humains se distinguer, eh bien on sera dans une société en réalité moins paresseuse qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la société dans laquelle nous sommes, c'est une société de plus en plus dépressive. On le voit avec le burn-out et toute une série d'autres choses, parce que les gens, soit sont au chômage, et ils ont le sentiment qu'ils sont en dehors de la société, donc on leur donne de l'argent mais ils n'ont rien envie de faire. Ce n'est pas la base à une nouvelle activité, à un nouveau dynamisme, à un désir d'être créatif. Soit ils font un travail qui ne leur plaît pas, et à ce moment-là ils sont dans le burn-out, ils veulent contourner le système. Soit ils contournent le système dans leur entreprise en essayant d'en faire le moins pour gagner le plus, soit ils sont dans la société plus ou moins mis à l'écart par le chômage ou parce qu'ils sont en fin de droit, avec cette espèce de chantage, cette épée de Damoclès qui est toujours sur eux. Et à ce moment-là aussi, ils travaillent à essayer de détourner le système. Moi, c'est ce que j'ai éprouvé lorsque j'ai fait mon service militaire. J'étais peut-être une des dernières générations à faire mon service militaire. Et j'étais avec des gens qui avaient tous fait reculer au maximum leur service militaire parce qu'ils faisaient des études. Et c'était la compétition à celui qui serait le plus paresseux. On était dans cette caserne, on ne faisait pas ce que l'on voulait, on avait le sentiment de perdre notre temps, donc on cherchait à profiter du système. Et on devenait très efficace, il y avait une vraie compétition, une vraie créativité pour être paresseux. La paresse était devenue une valeur en elle-même. Eh bien, dans notre société encasernée, la paresse finit par devenir une valeur en elle-même. Donc c'est une société dont il faut sortir, il faut désencaserner la société. C'est ça aussi le revenu d'existence. Mon objectif, c'est de faire en sorte que les Français qui ont de l'argent puissent le réinvestir dans les entreprises françaises. C'est la raison de la suppression de l'ISF. Vous le savez très bien. Aujourd'hui, cet impôt là sur la famille fortunée, cet impôt, il fait fuir ces familles. C'est 16 000 euros pour cette famille. Ils mettent leur argent à Genève, à Bruxelles ou dans la Silicon Valley. Donc mon objectif, c'est de faire en sorte que l'imposition des revenus du capital et du capital soit allégée en France pour que les Français qui ont de l'argent puissent continuer, ou commencer plus exactement, à l'investir dans les entreprises françaises. On sait très bien qu'aujourd'hui, une start-up qui se crée chez nous, et c'est peut-être la famille modeste dont le fils créera une start-up, il a toute la capacité de le faire en devenant auto-entrepreneur. Qu'est-ce qui se passe au début ?
il trouve un peu d'argent pour lancer sa start-up. Et puis quand il veut se développer, il ne trouve pas d'argent. Eh bien, c'est la famille fortunée qui va pouvoir garder son argent en France et l'aider à développer son... Voilà la logique de mon livre. Je crois qu'on est véritablement dans l'incarnation presque caricaturale d'un discours passéiste qui n'est pas du tout conscient de la situation actuelle. Parce que si d'un côté, il est nécessaire d'avoir un revenu d'existence, un revenu d'existence, ça veut dire que ça ne doit pas être une allocation simplement qui est là pour vous rattraper à la dernière minute lorsqu'on sort du système. Non, c'est quelque chose, un revenu d'existence qui est donné à tout le monde et qui doit être un revenu de haut niveau. Donc il n'est pas là comme prétexte pour éviter la paupérisation totale et supprimer les avantages sociaux, la sécurité sociale, etc. Non, c'est un revenu d'existence de haut niveau, je veux dire entre 1000 et 1800 euros, on va dire aujourd'hui, qui doit être indexé sur le produit intérieur brut pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Mais effectivement, en même temps, ce revenu d'existence, il permet quoi? Il permet la flexibilité, ce que j'appelle la flexibilité par le bas. C'est-à-dire qu'il libère l'activité des individus qui peuvent avoir plusieurs activités en même temps. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec le contrat de travail, qui dit que d'un côté, il y a des gens qui travaillent parce qu'ils ont un contrat, et de l'autre côté, il y a des gens qui ne travaillent pas parce qu'ils n'en ont pas, et donc ceux-là, ils sont au chômage, on ne peut pas avoir cette multiplication des activités. Mais effectivement, aujourd'hui, plutôt, s'il y avait ce revenu d'existence de haut niveau, on n'aurait plus besoin véritablement du contrat de travail qui était là pour protéger les individus en situation d'industrialisation, lorsque le système s'est construit et lorsque, libéré du servage, on a voulu donner un droit au travail. Mais ce droit au travail, il allait avec le droit du travail, parce qu'il ne fallait pas que se reconstitue un système de servage avec des capitalistes qui auraient tendance à faire travailler trop les gens, puisqu'ils étaient par définition plus puissants, comme ils possèdent les moyens de production plus puissants que les employés. Et effectivement, ils ont au départ abusé de cette espèce de puissance en redevenant des seigneurs. Donc ça ne servait à rien de faire la révolution, en imposant le travail des enfants, un temps de travail énorme. Et donc le droit du travail était là pour protéger, pour donner des limites. Mais aujourd'hui, puisqu'il y a de moins en moins de travail, le droit au travail est devenu lui-même un droit obsolète. C'est le droit à l'activité, à pouvoir jouir d'une activité, jouir des biens et pouvoir agir et faire ce que l'on veut grâce au revenu d'existence. Mais pour le coup, il n'y a plus de raison d'avoir aussi un droit du travail, puisque de nouvelles relations s'établiront de fait entre les patrons et les employés. Le patron, certes, pourra se débarrasser d'un employé parce qu'il estimera qu'il est plus efficace et puis qu'il est moins important dans son entreprise. Mais en même temps, l'employé, il pourra partir quand il veut, faire une autre activité, puis mettre directement cette activité en concurrence avec celle de son patron, avec des coûts, des investissements faibles. Sauf que évidemment, il faut que cette flexibilité par le bas, celle des rameurs, parce que quand on parle de flexibilité, on pense tout le temps aux rameurs, ceux qui rament dans le bateau, eh bien, à cette flexibilité-là, il faut qu'il y ait aussi en face une autre flexibilité, peut-être plus importante, c'est la flexibilité du capitaine du navire. On dit tout le temps que le capitaine est plus important que les rameurs, je veux bien le croire, donc il est plus responsable, donc il doit être encore plus flexible. Le problème, c'est comment on fait? Eh bien, on fait d'une seule manière, par un impôt progressif sur le capital. Moi, je pense au contraire d'Alain Juppé et de la plupart des hommes politiques actuels, d'ailleurs, qu'ils soient de droite ou qu'ils soient de gauche. Je suis pour la suppression de l'impôt sur le revenu, puisque le revenu est essentiellement fondé sur le travail, le salariat. Or, il y a de moins en moins de travail dans ce sens-là. Mais pour l'impôt sur le capital, puisque le vrai problème aujourd'hui, c'est que le capital va prendre son envol tout seul, il va y avoir une sorte de création de valeur autonome pour toute une série de raisons. La première raison, c'est parce que les machines effectuant le travail à la place des humains ne reçoivent pas de salaire, donc le capital n'est plus distribué en salaire. Et ça, c'est une mauvaise chose, parce que si le capital n'est plus distribué en salaire, ça pose même un problème pour écouler les produits qui sont fabriqués. Et ceux qui sont riches, qui possèdent le capital, deviennent de plus en plus riches, sans limite. Symbole absolu de la démesure immobilière, posée sur la plage, voici la tour Porsche. Un fantasme de nouveaux riches. Ils se sont précipités pour avoir le privilège de garer leur voiture de luxe dans leur salon. 22 milliardaires
1% de ceux que compte la planète ont déjà acheté ici. Un ascenseur montera les voitures de sport jusqu'à chaque appartement, quel que soit l'étage. La deuxième raison, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on pourrait appeler justement cette espèce de dérive financière. La crise de 2008 en est le témoignage. Quand on parle de la finance, quand j'écoute des économistes, d'ailleurs, on a le sentiment qu'il y a quelque chose de magique, comme si cette espèce de finance maladive, cette multiplication venait de nulle part. On parle de bulle financière. Mais en fait, s'il peut y avoir une création de valeurs un peu abstraites, financières, ces milliards, ces chiffres, ben c'est parce que justement, les objets de subsistance et les objets de confort objectif sont fabriqués massivement par les machines. Ils sont déjà là. Dans une société de subsistance où les individus sont rivés littéralement à la survie, il ne peut pas y avoir de spéculation financière. Mais dans notre société, on voit bien déjà, même en 50 ans, ce qui s'est passé dans l'immobilier. Dans l'immobilier, jadis, l'important, quand on était dans une société de la rareté fondée sur le confort objectif, eh bien, on avait on cherchait à avoir un appartement le mieux possible, le mieux équipé possible, et la différence de prix entre celui qui se situait dans Paris et celui qui pouvait se situer à la campagne ou dans une petite ville était relativement faible, parce que ce qui était important, c'était une société, c'était une économie qui était fondée sur la valeur du confort objectif. Notre société, comme on est dans une société d'abondance et que les biens du confort objectif sont fabriqués massivement comme les biens de subsistance, eh bien vous allez avoir une différence entre l'appartement qui se situe dans une petite ville de province et le même appartement, et même moins bien, et plus petit, et moins confortable, qui se situerait dans le 6e arrondissement face à la Seine, une différence de 10, 15, 20, ça peut être des millions et des millions de différences, parce que c'est le désir d'être aujourd'hui qui est le plus important. Et donc toute la spéculation financière, en dehors, qui dépasse la réalité de la production matérielle, elle est liée au fait que cette production matérielle, en fait, elle existe déjà. Donc ce qu'il faut taxer aujourd'hui, c'est vraiment un impôt sur le capital des personnes, le patrimoine, parce que c'est là où se situe véritablement l'injustice, c'est là où se situent les problèmes du point de vue de l'explosion de la finance, et en même temps, ça permet la flexibilité par le haut, c'est-à-dire ça permet une véritable compétition entre ceux qui possèdent les moyens de production. Je m'explique. Un individu qui hérite de plusieurs milliards d'euros, ou même seulement entre guillemets, de quelques centaines de millions d'euros. S'il y a un impôt sur le capital, sur la totalité de son capital, qui est, on va dire, entre 8, 10, 12, 13, 14, 15%, qui est vraiment progressif. Parce que plus il possède une part importante du capital, plus sa responsabilité, même, j'allais dire, politique, civique est forte, parce qu'il fait travailler, sa décision fait dépendre, transforme la vie de milliers, voire de millions de gens. Eh bien, cet individu, s'il n'est pas capable de dégager 10, 12, 13, 14%, il n'est pas capable sur 2 milliards de dégager 150 millions d'euros de bénéfices pour payer son impôt, eh bien, il doit diviser sa fortune. Et peut-être qu'il sera plus capable ensuite à un niveau inférieur. Et comme progressivement, s'il y a cet impôt, les grosses multinationales devront se diviser, elles n'encombreront plus, elles seront plus cancéreuses en quelque sorte. En même temps, les banques, ou peut-être même pas les banques, les nouvelles manières de faire du crédit, type le crowdfunding, prêteront aux gens qui sont plus compétents et pas forcément aux héritiers. Et à quoi va servir le produit de cet impôt sur le capital? Eh bien justement à financer le revenu d'existence. Ça veut dire que ce qui permet la flexibilité par le haut, une vraie compétition au niveau des patrons, ça financerait le revenu d'existence. Et là, on serait vraiment dans les objectifs, les principes de ce que prétendent être leurs principes, ceux qu'on appelle les néolibéraux. Moi, je ne crois pas qu'on puisse combattre le néolibéralisme en disant qu'il faut être gentil, qu'il faut être sympa, qu'il faut avoir pitié, même qu'il faut être social. Je crois qu'il faut rentrer dans leurs propres principes pour les combattre. Ils veulent la compétition, ils parlent de compétition. Eh bien, est-ce qu'on accepterait une compétition, par exemple aux Jeux Olympiques? Là, c'est vraiment le règne de la compétition. Est-ce qu'on accepterait qu'un individu parte sur la ligne de départ à pied, l'autre en mobilette, le troisième sur une moto, le quatrième dans une Formule 1? Non,
pas seulement par pitié, pas seulement par justice, seulement parce qu'on ne saurait pas quel est le meilleur. Mais là, avec l'impôt sur le capital, un individu qui hérite, un individu qui n'hérite pas, eh bien, on met autant que possible les individus à égalité sur la ligne de départ. Il fait trop beau pour travailler. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Laissons là nos cahiers et nos bouquins. Il peut bien attendre jusqu'à demain. Il fait trop beau pour travailler. Ça c'est un temps de ne pas se fatiguer. On a envie de le lâcher, vive la liberté. Il fait trop beau pour travailler. Il fait trop beau pour travailler. Tous les garçons restez si vous voulez. Elle est légère, c'est le chef. C'est le progrès, c'est le progrès. Il fait trop beau pour travailler. Nous on s'en va et on vous laisse aller. Si vous voulez, vive la liberté. Il fait trop beau pour travailler. Ce que veulent tous les individus dans notre société, c'est agir, c'est être actif. Mais ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas qu'on leur impose, comme moi, lors de mon service militaire, qu'on leur impose de faire quelque chose qu'ils ne veulent pas faire. C'est faux. Donc, ce qu'il faut, c'est permettre qu'ils fassent ce qu'ils veulent faire, c'est de les libérer du travail pour leur donner une activité, même pas pour leur donner, pour qu'ils s'approprient eux-mêmes une activité. Et c'est ça que permettrait le système d'un revenu d'existence de haut niveau et d'un autre côté d'un impôt sur le capital qui devrait remplacer l'impôt sur le revenu. Et de toute façon, un haut revenu, il tombe automatiquement aussi dans le capital. Mais il y a une autre mesure qu'il faudrait prendre. Une autre mesure, ça serait une TVA qui devrait être à la fois une TVA sociale, avec deux fonctions. La première, ça serait sociale, puisque, évidemment, aujourd'hui, tout notre système social, il fonctionne par rapport au travail. Or, comme il y a de moins en moins de travail salarié à proprement parler, il y a de plus en plus de demandeurs et de moins en moins de contributeurs. Donc, c'est la ruine absolue. On ne peut pas s'en sortir. Alors que la consommation, on consommera toujours, surtout s'il y a un revenu d'existence. Et les produits seront toujours là, puisque les machines les fabriqueront de plus en plus, en plus grand nombre, de façon de plus en plus efficace et pour un coût de plus en plus faible. Donc, en réalité, le social, il faut qu'il fonctionne par rapport à la consommation. Je sais bien que l'impôt sur la consommation, la TVA, était considéré comme un impôt injuste. Mais en fait, il n'est pas injuste, puisque la véritable injustice, elle est toujours à la consommation. Elle est toujours dans le fait de pouvoir jouir d'un produit alors que le voisin ne pourrait pas en jouir. Et enfin, une autre fonction de la TVA, c'est le rapport au développement durable, ce que j'appelle rendre le profit profitable. Ça devrait être une sorte de fonction un peu qui fonctionnerait en cercle de la TVA, c'est-à-dire des produits qu'on estimerait être préjudiciables pour l'humanité, pour la société, comme la cigarette ou le gasoil ou toute une série d'autres choses, eh bien, on les taxerait très fortement pour que les entrepreneurs, ceux qui ont l'initiative, s'en détachent petit à petit. Donc ça serait moins rentable. Et puis, d'un autre côté, les produits qu'on estimerait être plus profitables, mais qui ne sont peut-être pas encore tout de suite rentables naturellement, eh bien, on verserait l'argent qu'on aurait pris justement dans ces produits qui ne sont pas profitables. On verserait l'argent, par exemple, je ne sais pas, pour accélérer la rentabilité du solaire, des énergies renouvelables et toute une série d'autres choses qui est bon pour la santé publique. Et autres. Donc il y aura un véritable... Rendre le profit profitable, ça permettrait de faire un véritable pilotage politique, social, écologique. Donc vous avez ces trois mesures, revenu d'existence de haut niveau, un impôt progressif sur le capital qui simplifie l'ensemble des choses, c'est juste un calcul sur le patrimoine, et ensuite vous avez une TVA qui permet de maintenir les assurances sociales, y compris sur la santé, les maladies de longue durée, etc., et de nous orienter vers un développement durable. Et à ce moment-là, vous avez une société qui redevient une société en pleine croissance, non seulement une croissance légèrement quantitative, mais surtout une croissance durable, une croissance qualitative. Les sociétés industrielles avancées aujourd'hui sont à un moment charnière où elles peuvent changer de système pour montrer la voie au reste de l'humanité. Alors comme c'est mal parti pour les États-Unis, à mon avis, une des deux grandes économies où ça serait possible de mettre en place ce système, eh bien je crois que ça pourrait être la vocation de l'Europe de prendre en charge cette transformation, d'accompagner cette transformation qui est sans doute une des plus radicales que nous ayons connues depuis le début du néolithique.